Bonjour à tous, bonjour Jérémy. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Bienvenue sur la 21e édition de la Route Tourangelle sur France 3 Centre Val de Loire. On est ravis de vous proposer cette 5e manche de la Coupe de France en direct avec des conditions dantesques, beaucoup de pluie et du vent cet après-midi. Et puis, bien sûr, un grand absent, Nasser Bouhanni, le vainqueur 2022. Eh ben, il n'est pas sur la ligne de départ, Jérémy. Malheureusement, Nasser Bouhanni malade, non partant. À l'image aussi de Brian Coca, retenu par son équipe en Espagne. Mais quand même un beau plateau. Gerben Tichsen pour l'équipe Intermarché, Anthony Perez pour l'équipe Cofidis ou encore Lorenzo Manzin, ancien vainqueur ici sur la Route Tourangelle pour l'équipe Total Energy. En 2015. Et on pense aussi à Julien Simon, le vainqueur de la Coupe de France 2022. Les coureurs sont partis depuis l'hippodrome de Chambray-les-Tours, 1300 mètres de long cet hippodrome. Vous le voyez sur ces images. C'était à la mi-journée à 13h15 précisément. Et puis un départ réel du côté de Mont à 13h30. On va regarder tout de suite le profil de l'étape. Jérémy, 22 bosses aujourd'hui. C'est plus qu'à l'accoutumée. Ah ouais, c'est vrai que c'est un enchaînement de difficultés. Les petits coteaux et puis surtout ce vent, cette pluie qui est bien présente aujourd'hui. Une course très usante et très passionnante qui s'annonce. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette 21e Route Tourangelle. Parcours tracé au sud de la Loire, donc avec deux boucles à parcourir. D'abord pour aller chercher Sachet, Thilouze, Sorigny notamment. Puis les coureurs repasseront une fois dans l'hippodrome, c'est un passage assez sympa. Avant d'aller chercher une deuxième boucle, donc Veigné, Èvres, Cormery, Saint-Bran, Saint-Beau, Toxigny et toujours ces difficultés. Puis les coureurs repartiront sur la boucle finale. Repasseront sur une partie du parcours qu'ils ont déjà effectué pour aller chercher le final traditionnel de la Route Tourangelle, donc avec l'enchaînement des difficultés à partir de Lignières de Touraine. Et toutes ces bosses pour terminer avec le château de Fontiville, la Châtonnière, le Plessis, Valère, Villandry, le passage, on va se régaler, passage pavé à ne pas oublier, la Montée Jaune, le Guaronneau, les Carnot et pour finir, ce ne sera pas la côte de l'Épan cette année, ce sera la côte de l'Opale, elle est située juste avant, mais ça s'annonce aussi difficile. Donc les coureurs cette année descendront les pans avant d'aller chercher le circuit final, un tour de circuit de 3 km. Avant d'aller chercher l'arrivée. Et 600 mètres cette ligne d'arrivée, boulevard Jean Royer, du côté de Tours. Donc là, vous avez l'échappée du jour. On est ravis de vous proposer la 5e manche de la Coupe de France de cyclisme sur notre antenne sur France 3 Centre Val de Loire. Vous le voyez, les conditions sont très mauvaises. La pluie, le vent et un petit bijou. Le château de Sachet, musée de Balzac. Important dans le patrimoine tourangeau. Ah. Un logis de la Renaissance française et qui a été mis au goût du jour par son propriétaire de l'époque au 19e, par Jean Margonne. Et c'est lui qui a reçu d'ailleurs Honoré de Balzac. Donc on est au début du 19e siècle, entre 1825 et 1848. Balzac il séjourna une dizaine de fois et bien sûr il a longtemps travaillé. Il trouvait l'inspiration dans ce logis Renaissance et il a trouvé l'inspiration pour écrire des grands classiques de la littérature française, dont le Père Goriot, bien sûr, ou encore Louis Lambert, avec les fameuses Illusions perdues. Je regardais hier, en préparant, Jérémy, les Illusions perdues, c'est 92 ouvrages. Rien que ça. Impressionnant, impressionnant. On aura quelques bijoux à vous proposer cet après-midi. L'échappée du jour, la voici, 4 coureurs en tête avec le Belge Tur Deens, dossard 82, Nicolas de Beaumarchais, dossard 134, Célestin Guillon et puis Axel Narbonne Zuccarelli, le Corse. Échappée qui a du mal à prendre du champ depuis le départ, un écart qui n'est jamais monté à plus de 2 minutes. Le peloton s'est rapproché à plusieurs reprises sous l'impulsion du vent, des tentatives de bordure. Et puis le peloton a laissé refiler, l'écart remonte à nouveau de quelques secondes. Un peloton qui semble-t-il, maîtrise cette échappée. On voit des équipes qui ont des sprinteurs en leur sein contrôlés, à l'image d'Intermarché ou encore l'équipe Tudor. Puis à quelques kilomètres, on a vu aussi l'équipe Groupama FDJ commencer à mettre un coureur pour contrôler ce peloton. Ouais, ce peloton maintient à distance cette échappée, une échappée qui avait perdu beaucoup de temps là, il y a
dizaine de minutes, qui a perdu jusqu'à une trentaine de secondes. Il y avait 50 secondes d'écart entre le peloton et la tête. Voilà, mais là, pour l'instant, il y a un petit matelas, sans doute pas suffisant pour aller au bout, mais ça, qui sait qui peut le dire. On n'a aucune idée, bien sûr, du scénario de ce final pour l'instant, avec un parcours très accidenté, des routes très casse-pattes dans la vallée de l'Indre. On va avoir du beau spectacle pour cette heure que l'on vous propose donc sur France 3 Centre Val-de-Loire. C'est la 5e manche de la Coupe de France de cyclisme. Et c'est en direct donc sur notre antenne. Malheureusement, le leader de la Coupe de France FDJ qui devait être présent, Laurens Pitty, s'est blessé. Il a chuté à l'entraînement, il s'est entaillé le genou. Donc c'est tout naturellement qu'il est non partant. C'est dommage, ouais, il ne peut pas défendre son statut de leader et essayer de grignoter encore des points. Ouais, c'est dommage parce qu'on aurait aimé le découvrir sur les routes du Val-de-Loire parce que Laurens Pitty, c'est 20 ans seulement, hein, c'est un baroudeur puncher, champion de Nouvelle-Zélande espoir, 3e de la course élite. Et c'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'il a fait un début de saison et donc notamment sur les différentes courses de la Coupe de France assez exceptionnel. Ah oui, le week-end dernier, il termine 2e de la classique Loire-Atlantique. Il s'impose aussi sur les routes de Cholet-Pays de Loire. Donc coureur en forme du moment. Mais voilà, malheureusement, ce sera de son canapé qu'il assistera à la route Tourangelle aujourd'hui. Sur France 3 Centre Val-de-Loire. Allez, on va parler des absents, des grands absents. Tout d'abord, Nasser Boigny. Nasser Boigny, le vainqueur 2022. Il était favori à sa propre succession et puis on a appris hier dans l'après-midi qu'il ne se présenterait pas au départ. Il est malade. Autres grands absents, Brian Coquard, 2e l'an passé, qui est sur le Tour de Catalogne, qui a fait 2e d'ailleurs hier de l'étape de samedi. Et puis le Vierzonais Marc Sarrault, AG2R Citroën, qui n'est pas là. Il a mal au genou aussi. C'est un début de saison difficile pour Marc Sarrault. Voilà, ça fait quelques grands noms absents, mais on va vous en donner d'autres, hein, bien sûr, qui sont potentiellement favoris pour remporter cette 21e route Tourangelle. Ah oui, il y a quand même du beau monde. On peut penser pour l'équipe Cofidis à David Echimola. Ils ont aussi un coureur capable d'aller vite au sprint, mais je pense que pour cette équipe, on va plus miser sur le duo Anthony Pérez, Benjamin Thomas, pour dynamiter assez loin la course. Anthony Pérez qui s'est imposé cette saison. Tiens, le classement de la Coupe de France, donc c'est le général après 4 épreuves. Laurens Pitty, on vous le disait, le Néo-Zélandais, 85 points. Alexis Zingel, 64 points. Molano Benavides, le Colombien, 50 points. L'Américain Paules, 50 points. Puis après, voilà, vous voyez. Anthony Pérez qui est 5e. Anthony Pérez. Il a terminé 2e au Grand Prix de Cholet la semaine dernière. Et Anthony Pérez est présent dans le peloton cet après-midi sur les routes Tourangelle. Le Toulousain. Il a annoncé chez nos confrères de France Bleu Occitanie qu'il voulait gagner une étape du Tour de France cette année, Anthony Pérez. Et d'ailleurs, il a déménagé dans le Tarn-et-Garonne du côté de Montauban pour enchaîner les bosses, pour être plus près d'un parcours plus accidenté, pour se préparer. Pour se préparer au mieux. Et c'est vrai qu'Anthony Pérez, solide attaquant, qui mène des bons barous et qui peut s'imposer aussi, comme il l'a fait sur la Drôme classique en début de saison, où il s'est imposé en solitaire. Il a résisté au retour de David Gaudu notamment, qui composait un quatuor en contre. Allez, on est à 50 km de l'arrivée, boulevard Jean-Royer à Tours. Et tiens, regardez ce petit bijou du Val-de-Loire, le château d'Artigny, donc sur la commune de Montbazon. Une structure, un édifice qui a été construit entre les années 1912 et 1932 pour servir la résidence d'un parfumeur, François Coty. Alors depuis, c'est devenu un hôtel 5 étoiles. Il faut savoir que la reine-mère d'Angleterre est venue au château d'Artigny. Et puis en 1973, il y a eu une conférence monétaire internationale. Les plus grands ministres des Finances
des 5 plus grandes puissances étaient présents, dont Valéry Giscard d'Estaing. Et on remercie Antoine Lepage pour ces images intérieures qu'il est allé faire dans la semaine. Voilà le château d'Artigny sur la commune de Montbazon. Allez, l'échappée du jour à 49 km de l'arrivée. Une échappée partie pratiquement depuis le départ, après 10 km, hein, c'est ce que vous me disiez, Jérémy. Oui, au bout d'une dizaine de kilomètres, il y a eu quelques tentatives d'échapper. Et puis finalement, c'est ce groupe qui a réussi à sortir. Bon, ils étaient 5 initialement. Ils ont perdu le coureur belge Kobi Van Overskelde de Tartoletto. Mais oui, voilà, ils ont essayé d'ouvrir la route malgré les conditions difficiles, le vent qui était principalement défavorable. Les coureurs sur tous les 40 derniers kilomètres retrouveront un vent beaucoup plus favorable, un vent poussant. Mais là, il a fallu affronter des conditions climatiques difficiles pour cette échappée. Ainsi que pour le peloton, bien entendu, mais toujours un petit peu d'abri qui est plus bénéfique dans le peloton. Alors les favoris de cette course, Anthony Perez, on l'a dit, Cofidis, 31 ans, le grimpeur toulousain puncher. Il y a Lorenzo Manzin, bien sûr, hein, un ancien vainqueur de la Roue Tourangelle, qui s'est imposé ici en 2015. Il a remporté en 2021 le Grand Prix de Valence. Il a fini deuxième, troisième, Jérémy, de la Cholet Loire Classique. Troisième, merci Jérémy. Cholet, ouais. Julien Simon, bien sûr, qui s'est imposé sur la Coupe de France 2022. Plusieurs fois vainqueur du Tour du Finistère. Et puis on pense à Jason Tesson aussi. L'équipe Total Energy est en force, hein, avec 3 coureurs en capacité de s'imposer cet après-midi. Lorenzo Manzin, Julien Simon et Jason Tesson. Oui, en cas d'arrivée en petit comité, c'est clair que ces coureurs peuvent prétendre à une bonne place, voire à la victoire. Ils sont accompagnés de solides baroudeurs, hein, à l'image de Fabien Grelier, Paul Ourselin et du néo-pro Emilien Janière. Après, pour compléter les favoris, côté Groupama FDJ, on a Paul Penouet qui est accompagné de Bram Welten qui peut l'aider en cas de sprint. Pour l'équipe Intermarché Circus Wanty, on les voit rouler depuis de nombreux kilomètres. C'est pour Gerben Tichsen, le sprinter belge, qui est accompagné aussi de Nicolo Bonifacio qui peut l'aider pour le lancer en cas de sprint. Et puis bien sûr il y a Lilian Calpejane qui aura sûrement la possibilité de s'exprimer ou de suivre les mouvements de course qui ne manqueront pas d'arriver sur ce final accidenté. Allez, regardez cet autre petit bijou de l'architecture française, le château d'Azay de Rideau sur les bords de l'Indre. Magnifique, construit sur une île. Vous le voyez, c'est une petite île qui vraiment entoure donc ce petit château construit sous le règne de François Ier par Marcelin Berthelot, un mélange de tradition française classique et de décor italien. Il s'agit d'un style de construction novateur pour le XVIe siècle. Et il se distingue en particulier par les décorations de ses plafonds et les jardins de style anglais. Bien sûr, c'est magnifique, ça a été restauré par l'État, puisque ce monument appartient à l'État, est classé au monument historique depuis 1914. Un petit rayon de soleil sur la route Tourangelle. On va essayer d'en profiter un petit peu, parce que depuis 1h30, 2 heures, à Tours et au sud de Tours, je peux vous dire qu'il pleut énormément cet après-midi. Et les conditions ne sont pas évidentes du tout. Autant l'an passé, nous avions des conditions estivales. Il faisait 25 degrés avec vous, Jérémy, l'an passé, avec la victoire de Nasser Boigny. Il n'y avait pas une goutte d'humidité. Autant aujourd'hui, on en a pour notre compte. Ouais, une édition arrosée. Et ouais, les coureurs pourront retrouver un petit brin de sourire avec ce rayon de soleil avant d'attaquer ce final à toute vitesse, un final débridé. Ça fait pas de mal pour tous les coureurs d'avoir ce petit rayon de soleil et d'arrêter de recevoir de l'eau sur le dos. Allez, le peloton dans les rues d'Azay de Rideau. On va se rapprocher quand même du point stratégique de la course, où on va rejoindre le traditionnel final vers Lignières de Touraine. Et c'est pour ça qu'on va voir beaucoup plus d'équipes remonter aux avant-postes pour placer leur potentiel leader.
à l'image actuellement d'un coureur de l'équipe Arkea, un coureur de l'équipe Uno X. Ça se replace, on sait que la course va vraiment se lancer prochainement et puis on le voit, le peloton accélère progressivement, l'écart qui diminue, ça accélère naturellement je dirais puisque chaque équipe essaye de se replacer, donc le peloton accélère pour essayer justement de conserver les meilleures places aux avant-postes. Avec 45 secondes encore pour les échappés. Il pleut moins là dans cette partie sud du département. Ah, ça descend vite là. L'écart entre les échappés et le peloton, 37 secondes à présent. Ça descend à vue d'œil avant un sprint. Alors ce sprint... Le sprint du château de Lillette. Ben oui, le château de Lillette bien sûr. Magnifique édifice du XVIe siècle, encore de style Renaissance, enserré par les bras de l'Indre. Lillette abrita à la fin du XIXe siècle les amours tumultueuses de deux grands sculpteurs, Camille Claudel et Auguste Rodin. Bien sûr, les propriétaires ont subi, il y a quelques mois, c'était en septembre dernier, un effondrement de poutres lors d'un tournage. Alors, il n'y a pas eu de blessés, Jérémy, mais la facture est salée, 120 000 €. Pierre-André Michaud et sa femme Bénédicte ont fait appel aux dons via l'association La Demeure Historique. C'est aller passer une journée en famille, c'est vraiment très très agréable dans le parc. Le château de Lillette. Allez, 34 secondes pour l'échappée du jour. Et c'est Turdens qui est passé en tête à ce sprint. Un coureur que l'on voit à l'écran de la Team Flanders baloise. Pas bon signe quand on échappait, qu'on voit les voitures nous redoubler. On sent la pression du peloton arriver. Et vous pouvez voir, comme je vous l'ai annoncé, les équipes qui se regroupent autour de leur leader, qui se replacent devant. On a ainsi pu voir aussi l'équipe Saint-Michel Mavic Over 93 sur la gauche de l'écran avec leur maillot orange se replacer devant. Alors, il y avait au départ 120 coureurs à 13h15 du côté de l'hippodrome de Chambray-les-Tours. Manifestement, ils ne sont plus 120, Jérémy. Il y a eu beaucoup d'abandons d'ailleurs. Ouais, il y a eu quelques abandons et sûrement quelques coureurs à distancer actuellement. C'est vrai que les conditions difficiles, il y a des coureurs qui ne le supportent pas et puis des coureurs qui sont peut-être à court de niveau et puis des fois un problème mécanique qui élimine le coureur et qui pousse à l'abandon. Il y avait déjà deux non partants, un coureur de l'équipe Flanders baloise avec Elias Maris et Ethan Batt pour l'équipe Polton. Et puis en termes d'abandon, on est déjà à 7 coureurs à peu près qui ont abandonné. Dont un des potentiels meilleurs sprinteurs pour l'équipe Human Power Health avec Aniolkowski. Alors il y a un petit problème. Est-ce que c'est mécanique ou est-ce que ce sont les jambes qui ne répondent plus pour Axel Narbonne-Zuccarelli? Ouais. En tout cas, il a complètement décroché d'un coup. On peut imaginer un problème mécanique, mais aucune certitude, Jérémy. Non, on l'avait vu en difficulté tout à l'heure. Ah oui, il a renoncé, là, il s'est relevé. C'est dommage pour Axel Narbonne-Zuccarelli, le coureur corse. Et on enlève les imperméables devant. On sait que la course va s'accélérer. Enfin bon, ils vont retrouver la pluie, parce que nous, sur la ligne d'arrivée, là, il pleut des cordes. Une fois lancé, vraiment plein effort, les coureurs feront abstraction quand même de cette pluie. C'est pas comme si le peloton devait contrôler l'échappée comme jusqu'à présent. La course a été à une intensité soutenue, mais pas non plus extrême. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc autant se découvrir pour pouvoir déployer la pleine puissance et pouvoir respirer aussi. C'est vrai que c'est plus dur de respirer sous un imperméable. Alors on a vu un bel arc-en-ciel évidemment
quand sont conjugués précipitation et luminosité, eh bien, on a le droit à un bel arc-en-ciel. On le reverra peut-être. Le plateau, Jérémy, de cette 21e route Tourangelle, il y a 6 équipes de la World Team, AG2R Citroën, Cofidis, Intermarché, Circus Wanty, Groupama, FDJ, Arkea, Samsic. Il y a 8 Pro Teams et 5 équipes continentales. C'est quand même un beau plateau en termes d'équipes cet après-midi sur les routes Tourangelle. C'est vrai que... Alors qu'il y a une attaque devant, avec De Beaumarchais. Ouais, Nicolas De Beaumarchais. Saint-Michel Mavic-Aubert qui tente sa chance en solitaire. Et oui, la route Tourangelle qui a réussi à avoir des équipes, les meilleures équipes françaises, les équipes qui sont là présentes en World Tour, ainsi que les autres en Continental Pro ou en Continental. Mais elle a aussi l'équipe Intermarché, l'équipe UnoX qui feront le Tour de France cette année. Et puis les nouvelles équipes, genre la nouvelle équipe suisse, comme l'équipe Tudor. Alors, on voit, regardez ce plan avec Nicolas De Beaumarchais en tête qui tente de lâcher ses coéquipiers, d'échapper. Et puis le peloton en arrière-plan, très belle image. Là, un peu en plus avec un peu de relief sur l'asphalte. Nicolas De Beaumarchais qui terminera meilleur grimpeur de cette 21e route Tourangelle. Il tente son va-tout. Pourquoi pas? Oui, il a raison. S'il sent que ses compagnons d'échappée n'appuient plus forcément les relais comme il faut, s'il se sent bien, il a raison de vouloir faire durer un peu son aventure au long cours, s'il sent encore en jambes. Même si l'écart maintenant est assez restreint, ce sera compliqué de lutter face au peloton, mais il pourra éventuellement s'accrocher sur un contre qui pourrait sortir dans la prochaine difficulté. Dans la prochaine difficulté, effectivement. Allez, il reste 41 km et 800 mètres, 32 secondes d'avance pour Nicolas De Beaumarchais sur le peloton. Il y a des hommes intercalés. Célestin Guillon, Nicolas et Turdens, le Belge. On y arrive à cette prochaine difficulté. On arrive sur la commune de Lignières. Les coureurs tourneront à droite et reprendront une plus petite route pour aller. Voilà, d'ailleurs, il a viré large là sur ce virage droite. Il est monté sur le trottoir. Et dans quelques mètres, il retourne à droite sur une petite route. Et il pourra attaquer la prochaine difficulté. Donc attention dans le peloton si Nicolas De Beaumarchais a déjà ouvert le virage. Et là, il a sauté le trottoir. Je pense pas qu'il se soit fait peur. Il était tout en maîtrise. Ouais, oui, il a maîtrisé. Ouais. Le peloton, ça se passe pas trop mal. Ça passe encore, on le voit là, ça passe encore à l'extérieur. Et 27 secondes d'avance pour Nicolas De Beaumarchais. Avec une chute d'ailleurs à la sortie de ce virage. Ouais. Coureur à terre. Chute à l'arrière du peloton. Alors on va revoir, merci à Romain François dans le quart avec cette image. À la reprise après le virage à l'intérieur. Au moins 2 coureurs à terre. L'équipe UnoX qui durcit tout de suite au pied de cette difficulté. 23 secondes d'avance. L'écart s'amenuise. L'équipe norvégienne composée de 4 Norvégiens et 3 Danois. C'était dur d'identifier qui serait le leader dans cette équipe. Donc on va voir qui va tenter sa chance d'assez loin. Et on a une très très bonne nouvelle, Jérémy. Incroyable doublé de la Jumbo-Visma ce dimanche après-midi à Gand-Wevelgem. Et surtout, une très très belle victoire française de Christophe Laporte après s'être imposé l'été dernier. La seule victoire, je crois, de mémoire, seule victoire française sur le Tour 2022. Il s'impose sur Gand-Wevelgem. C'est une belle épreuve. C'est une très belle épreuve, oui, c'est clair, une classique comme on dit, une épreuve pour le Tour. Donc chapeau à lui et à son équipe. Ouais. Il s'impose devant Wout van Aert. Allez, ça attaque en tête de peloton. Équipe Groupama FDJ.
franchir cette difficulté. Ça use hein, toutes ces relances à chaque fois, surtout c'est amplifié avec, avec la route mouillée. On peut le voir, hein, les coureurs ne peuvent pas virer à pleine vitesse. Sachant que dans moins de 8 km, Jérémy, il y aura le fameux secteur pavé concocté par Bernard Machefer, le directeur de la course. Le secteur pavé digne de Paris-Roubaix. Alors c'est un seul secteur pavé, mais quand même 800 mètres. C'est un seul, oui, effectivement, un vrai secteur avec un virage aussi à ça peut négocier. glisser, ça peut glisser, donc ouais, prudence. Déjà que par le passé, ça frottait pas mal pour arriver placé. L'équipe UnoX qui a pris le relais pour durcir encore. Donc là, avec cette relance, il peut y avoir une cassure derrière. Regardez l'écart qu'il y a entre le premier du peloton et le dernier là, ouais. Il y a 200-300 mètres. Et ça casse un petit peu là en tête de peloton. Alors on est sur une moyenne de course à 42 km/h à peu près, une arrivée prévue vers 18h18, 18h20 Jérémy. Évidemment en raison des fortes rafales de vent. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Les conditions météo ont fait que la course était un peu moins rapide que les autres années. Mais oui, ce vent soutenu, ces rafales, et puis surtout cette pluie hein, qui freine dans les virages un petit peu plus forcément. Allez, Nicolas de Beaumarchais qui va sans doute être pris plus que 15 secondes d'avance, 16 à présent, 38 km de l'arrivée. On se bat derrière, petite cassure encore à combler. On voit bien là les deux groupes distancés. Donc, le premier groupe devrait pouvoir rentrer rapidement. Le deuxième, ça va falloir s'organiser. On a aperçu le château de Fontenay. Alors là, il y a des lacets qui lui sont favorables. Le peloton aperçoit à peine Nicolas de Beaumarchais. Mais là, 12 secondes. Malheureusement pour lui, pour le coureur de Mâcon, 25 ans. Ça va en être bientôt terminé. Ça va nous promettre une fin de course très mouvementée avec sans doute beaucoup d'attaques et de contre-attaques, Jérémy. Oui, à n'en pas douter, hein, on le voit déjà ce groupe qui n'arrive pas à revenir, surtout que les coureurs vont arriver sur la prochaine difficulté avec la côte de Valère. Et c'est sûr qu'on ne va pas les attendre et ça risque de réattaquer devant cette course de placement qui est super importante. On l'a vu, hein, les coureurs à la relance, c'était le peloton très étiré et puis ça a cassé tout simplement. Allez, 8 secondes pour Nicolas de Beaumarchais, malheureusement. Ça va en être terminé. Il aura fait un beau numéro hein, sur les routes du Val de l'Indre au sud de Tours. La petite partie du peloton distancé va reprendre place à l'arrière, mais tout de suite on enchaîne là au bout, on tourne à droite et c'est reparti pour une petite route et une difficulté. Ça va pas très long, hein, 1 km 300. Et un petit passage à 8%, assez rapide. C'est serré là. La côte de Valère. Une côte d'1 km 3 avec des passages à 8% et 6%, c'est assez rapide au bout de 300-400 mètres. Ça attaque tout de suite dans la portion la plus difficile. Évidemment, ça avait été identifié par certains coureurs. Équipe Arkea, équipe Groupama FDJ, équipe AG2R Citroën. Ça réagit tout de suite. On est en difficulté derrière là pour l'équipe Bolton.
Après ça, il restera 5 bosses. La bosse de Villandry, Montéjaune, Bois-Renaud, Les Carnot et celle de l'Opale. Et le plus fort pourcentage, on le retrouvera dans la bosse du Bois-Renaud avec un passage Jérémy à 10-11%. On se croirait sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est une belle attaque là de Donovan Grondin, j'ai l'impression. Il n'a pas réussi, il a fait la différence derrière, ils n'ont pas réussi à prendre sa roue ni à revenir. Lui, le spécialiste de la piste. Il insiste, ouais. Alors derrière, est-ce qu'il y a eu des dégâts? Le peloton semble assez groupé quand même. Donovan Grondin qui tente sa chance en l'absence de Nasser Boigny. Il n'y aura pas de sprinter vraiment spécialiste du côté de la team Arkea Samsic. Alors Donovan Grondin qui tente sa chance. Dossard numéro 3. Confirmé que ce soit bien lui, mais il me semble. C'est le Dossard. Alors, du coup, on annonce Thibaut Garnalec, le rouleur. Le rouleur. Alors, c'est une petite erreur de notre part. On ne voyait pas bien. C'est le Dossard numéro 2, Thibaut Garnalec. Un breton de plus. Ouais, on voit mieux là, avec sa plaque de cadre, là, effectivement. On vous confirme l'identité de l'échappé, Thibaut Garnalec. C'est la barbe qui m'a fait vivre en erreur. Et spécialiste du contre-la-montre, de l'effort solitaire. Il est bien sorti là, dans la côte de Valère. Avec ce vent favorable, ça va pousser. La prochaine difficulté, c'est le secteur pavé. Le kilomètre en or. Alors, le kilomètre en or. Le fameux kilomètre en or. Donc 800 mètres, le secteur pavé, 800 mètres. Et il faut savoir que, comme l'an passé, eh bien l'organisation a décidé d'offrir un louis d'or à celui qui sortira en premier du secteur pavé. Et donc, est-ce que ce sera Thibaut Garnalec ? Jérémy, vous connaissez la valeur d'un louis d'or aujourd'hui en 2023? Alors c'est une petite pièce, mais c'est un louis d'or. Alors, je sais pas, je dirais 500 €. Un peu moins. Un peu moins. 350 €. C'est déjà très bien. Ah, et puis c'est très symbolique. Ah, mais c'est le louis d'or de la route Tourangelle. Ah bah oui, de Bernard Marchefer. Bernard Marchefer qui œuvre toute l'année pour organiser cette course et qui arrive à fédérer les collectivités, les médias bien sûr, les sponsors, les partenaires et puis beaucoup d'équipes pro. Et bravo à lui parce que ce n'est pas facile d'arriver à maintenir une course et puis il l'a fait grandir depuis 21 ans maintenant. Oui. Elle grandit. Elle grandit petit à petit. C'est vrai qu'elle a atteint là, un très très bon niveau. Coupe de France FDJ, les meilleures équipes du monde au départ. Des équipes World Tour, des équipes qui font le Tour de France. Et c'est vrai que c'est pas évident d'organiser aujourd'hui. Donc chapeau à lui, à toute son équipe et surtout tous ses bénévoles qui aident pour que cette épreuve ait lieu. Bien sûr tous les partenaires aussi. Ouais, et puis il arrive à fédérer toutes les collectivités, le département bien sûr, le conseil départemental, la mairie de Tours, la métropole, il y avait la mairie de Chambray. Donc ça fait beaucoup et c'est pas toujours facile, on le sait. Allez, 16 secondes d'avance pour Thibaut Garnalec. On vous annonce un beau ciel bleu sur la ligne d'arrivée. Le soleil est de retour. Qu'est-ce qui l'accompagnera jusqu'au bout les coureurs? C'est tout ce qu'on leur souhaite pour rendre ce final un peu plus sympathique pour eux.
15 secondes hein, pour Thibaut Garnalec qui va reprendre la levée. Ouais. Et je regarde là sur les prévisions météo. Là, Jérémy, il semblerait qu'il ne pleuvra plus là sur que la précipitation la plus importante là a passé tour. Il ne pleuvra pas, semble-t-il. Allez, 32 km, 11 secondes d'avance pour Thibaut Garnalec. Alors il y a des coureurs à l'arrêt là, complètement à l'arrêt dans ce virage à l'épingle. Le secteur pavé. Allez, à 1 km du secteur pavé. Est-ce que Thibaut Garnalec va pouvoir poursuivre son effort? 13 secondes d'avance, ça devrait aller. Il se retourne, le coureur de la team Arkea Samsic. On arrive bientôt sur ce secteur, à la confluence de la Loire et du Cher. Magnifique spot hein, d'ailleurs, pour ceux qui veulent se balader. Oh, bah, c'est magnifique. Là. Et en famille, c'est chouette. On voit très bien là cette confluence, le Cher qui part sur la droite et la Loire qui vient de la gauche. Thibaut Garnalec qui est né le 31 juillet 97 à Châteaulin dans le Finistère. Il y a beaucoup de coureurs bretons hein, dans ce peloton et dans le peloton professionnel. Un de plus, j'ai envie de dire. On a participé l'an passé au Tour d'Espagne. Mais à une chute durant la 13e étape l'a contraint à l'abandon. Le peloton qui s'est cassé en deux hein, avec cette relance virage à épingle où les coureurs certains ont mis pied à terre. On a vu pas mal de coureurs de l'équipe Total Énergie piégés. Il emmène un gros braquet là, Thibaut Garnalec. Allez, le secteur pavé, c'est parti, le kilomètre or. Bon, attention sur ce pavé humide. Il vaut mieux passer seul, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être la bonne option. Il va chercher la bordure qui a l'air un peu moins glissante. Un peu plus roulante, oui, c'est sûr. Et le peloton rentre dans la zone pavée. Vous le voyez avec ce virage à gauche. Paris-Roubaix qui aura lieu le 9 avril prochain, bien sûr, sur les antennes de France Télévisions. Allez, sortie de ce secteur. On fait les comptes, on enlève les dernières affaires, dernières imperméables. Avant d'aller chercher Villandry. Thibaut Garnalec toujours seul en tête. Et voilà. Pour Thibaut Garnalec. 14 secondes d'avance. Et vainqueur de ce Louis d'Or, Thibaut Garnalec. Regardez cette incrustation réalisée par Romain François et ses équipes dans le car.
Ah, il reste 28 km, 17 secondes d'avance. Et on voit le peloton, on devine le peloton coupé en deux. Oui, on le voit là sur ces images. Une bordure, alors c'est pas, sans doute pas dû au vent. Allez, le long du Cher, vous le voyez. On est sur la rive gauche du Cher, en direction de Tours. Deux hommes intercalés entre les deux groupes du peloton, divisés. On le voit, cette importance d'être bien placé, hein, parce que ces coureurs qui ont subi les diverses relances, les diverses cassures, dû à un mauvais placement. Il fait pas mal d'efforts superflus. Garnalec qui va pouvoir foncer sur le château de Villandry et la prochaine difficulté. Non. Allez, on n'est plus très loin, oui. Oui, avant d'arriver à Tours, les coureurs vont longer un autre lieu magique là, le long des bords du Cher. Évidemment, une des figures du Val-de-Loire. Je vous laisse regarder. C'est sur ce deuxième mouvement de concerto pour flûte de Mozart que nous découvrons ensemble donc le château de Villandry, construit au XVIe siècle, dernier des grands palais bâtis sur les bords de la Loire et du Cher, donc sauvé de la destruction début du XXe siècle par Joachim Carvalho. C'était le grand-père d'Henri Carvalho, actuel propriétaire. Et Villandry est surtout bien sûr réputé pour la beauté de ses jardins à la française. Ils occupent une superficie de plus de 6 hectares sur 4 niveaux de terrasse, avec notamment le potager Renaissance, et à ne pas manquer non plus les soirées de mille-feux avec des milliers de bougies allumées à la nuit, un spectacle magnifique et féerique au mois de juillet. C'est tout simplement magnifique. Allez, retour à la course. Cette magnifique vue du château de Villandry. Alors que le peloton quitte Villandry, 33 secondes d'avance pour Thibaut Garnalec qui a fait un petit écart. Il arrive à maintenir une belle avance, effectivement. Dans le peloton, c'est un rythme soutenu, mais pas d'attaque, pas de nouvelles attaques en tout cas. À 33 secondes, 26 km, évidemment, c'est peu, mais par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est bien. Ah ouais, c'est intéressant. Il n'a pas buté dans cette bosse, Thibaut Garnalec. Spécialiste du contre-la-montre, encore une fois. Ouais, contre-la-montre, c'est une trentaine, c'est 40 km, donc on y est, il reste 26 km. Il peut faire l'effort, il a l'habitude, Thibaut. Lui qui a pris sa première licence à l'âge de 7 ans au WC Châteaulin. C'est sa commune natale. Il pratiquait ce sport avec son frère Victor. Il est passé professionnel en 2018 au sein de Fortuneo Scaro, là où il avait été stagiaire.
prochaine difficulté sera la montée jaune. Après, il y aura la montée de Bois-Renaud. Et puis l'enchaînement des Carnot et de la nouvelle côte d'Opale. Cette année, il n'y aura pas les pans en montée, elle sera en descente. Donc les coureurs prendront la parallèle pour monter. Et en 2019, il a été champion de France du contre-la-montre espoir. Donc on a un client pour ce type d'effort. Dans le peloton, on retrouve toujours l'équipe Intermarché, l'équipe Tudor, qui essaye de contrôler pour leur sprinter. Allez, vous regardez bien la 21e édition de la Route Tourangelle, 5e épreuve de la Coupe de France de cyclisme avec un homme en tête, Thibaut Garnalec, 32 secondes d'avance sur le peloton. Le vainqueur de l'an passé, Nasser Boigny, n'est pas présent, malade. Non présent également, Brian Cocard. Et une attaque, une contre-attaque. La coureur de Nantes, du CICU Nantes Atlantique. Alors il en restait 5 après l'abandon de Léo Danès. Il me semble que c'est Emmanuel Morin. Ce serait le dossard 147. Emmanuel Morin. C'est bien C'est ça. bien ça. Et pour attaquer comme ça entre les deux difficultés, ça veut dire que le peloton n'est vraiment pas lancé à pleine allure. Surtout qu'il est bien sorti là. Ouais, bien sorti. Là, on voit dans le peloton, ça se regroupe. Et puis les chiens font pas des chats, mon cher Jérémy, parce que Il y a une crevaison là au passage du rond-point d'un coureur de Total Energy. J'ai l'impression que c'était Julien Simon à confirmer. ça serait Julien Simon, ça serait compliqué. Il a voulu passer au milieu du rond-point. Le vainqueur de la Coupe de France 2022, je disais les chiens font pas des chats parce que Emmanuel Morin, il est issu d'une famille de cyclistes. Lui qui est né à Machecoul en Loire-Atlantique. Il a 28 ans. Et à la relance, après cette petit enchaînement de virages. Là, on est à Savonnières là. Il reste 22 km. De nouveau ce peloton très étiré. Ouais, ça va vite. Après cette descente sinueuse. Il reste 22 km et 600 mètres. Alors un homme en tête, Thibaut Garnalec, qui possède 22 secondes sur Emmanuel Morin. Passé par la... Il se retourne, on dirait presque qu'il est surpris d'avoir encore autant d'avance. Et il tire la langue. Il fait un sacré numéro, c'est bien. Continuez. Emmanuel Morin, il est passé par la Cofidis entre 2018 et 2021. Et il est à la CICU Nantes Atlantique depuis l'an passé. Il a fait deuxième de Cholet Pays de la Loire l'an passé, Jérémy. Allez, nouvelle difficulté. La bosse de la montée jaune. Emmanuel Morin qui s'est imposé en ce début 2023 sur la route bretonne. Dans le Morbihan du côté de Vannes.
Une course qui existe depuis 1981. Emmanuel Morin qui va se faire rattraper dans cette difficulté sous l'impulsion de l'équipe Uno X. Alors c'en est fini pour Emmanuel Morin. L'équipe Bolton qui prend le relais. On voit qu'un coureur de l'équipe Arkea Samsic qui est à l'affût pour protéger. C'est Laurent Pichon, il me semble, aux avant-postes. On a affaire à un gros numéro là de Thibaut Garnalec. 21 secondes d'avance. Ouais, ça relance du côté de la Baloise, de l'équipe belge. Et les coureurs qui sont discrets actuellement, c'est quand même l'équipe Cofidis aussi, qui eux doivent dégainer d'assez loin avec Pérez ou Thomas. Quelle équipe veut arriver au sprint là, Jérémy? Les équipes qui veulent arriver au sprint, c'est ceux qu'on a contrôlés depuis le départ. Hein. Ça va être Intermarché, ça va être Tudor. L'équipe Groupama FDJ aussi de cartes, donc c'est très bien. Total Énergie, il y a aussi du potentiel. Puis sans oublier aussi Saint-Michel Mavic-Aubert avec Romain Cardis. C'est une Nantes Atlantique avec Pierre Barbier ou encore Thomas Bouda pour Gosport Roubaix Lille Métropole. Et Jérémy, la veille, les coureurs font toujours une reconnaissance. La reconnaissance, c'est sur combien de kilomètres? C'est combien de temps généralement? Là, du fait que le départ s'était chambré, les coureurs, je pense qu'ils ont quasiment tous pu reconnaître le final de la route Tourangelle. Généralement, les coureurs font entre 1 heure et 2 heures la veille de l'épreuve. 20 km, 23 secondes pour Thibaut Garnalec. L'équipe Uno X toujours, qui a repris les commandes. Un rythme qui s'intensifie petit à petit. Il reste 3 difficultés sur cette épreuve. Tiens, parlons-en de ces 3 difficultés. Vous avez raison, Jérémy. Il y a la bosse du Bois Renault, 1 km, un peu plus d'1 kilomètre, à 3,9% de moyenne. La bosse des Carnot, 700 mètres, à 3,7%. Et puis la côte de l'Opale, 400 mètres à 5,5%. Et surtout, là, donc la bosse du Bois Renault avec un passage à 10-11% au bout de 200-300 mètres. Ça va être intéressant, ça va peut-être se jouer là. Ouais, l'enchaînement de ces dernières difficultés, ça va être intense. Ils sont très rapprochés. Et puis c'est assez technique avec cette route humide. Il faut être prudent et être bien placé toujours, surtout pour les descentes qui suivent. Et on enchaîne directement avec la montée du Bois Renault. Ouais, Bois Renault, puis un petit château encore. On ne connaît pas le nom. Il y a tellement de petits bijoux dans le Val-de-Loire, des belles propriétés, des manoirs, des châteaux. Et c'est parti pour cette bosse. Vous le voyez, ça monte subitement à 35 km/h et ça descend la vitesse. C'est dur là pour Thibaut Garnalec devant. On voit qu'il commence à piocher. Il tire la langue. Il vient de passer le passage le plus difficile de cette épreuve de la route Tourangelle. Il y a 202 km et c'est ici, maintenant, que la pente est la plus pentue. Excusez-moi pour ce pléonasme. On se replace du côté de l'équipe Cofidis aussi. Il n'y a pas de contre-attaque. On aurait peut-être attendu une contre-attaque là. Oui. Un terrain propice pour un homme fort. Surtout pour durcir et éliminer d'éventuels équipiers qui pourraient rouler ou emmener un sprint. C'est dur pour Thibaut Garnalec. Pour les équipes qui n'ont pas vraiment de sprinter, faut durcir et tenter le coup. Il cherche à s'oxygéner. Il est dans le rouge là, Thibaut Garnalec. Pour l'instant, on laisse faire les équipes de sprinters. Pas trop embêtés. Alors est-ce que cette épreuve, cette édition va se jouer au sprint comme l'an passé? Ça relance un petit peu, de nouveau avec l'équipe baloise. Encore une cinquantaine, une soixantaine de coureurs dans ce peloton.
24 secondes d'avance. Énorme numéro de Thibaut Garnelec. Ouais, ça avait bien temporisé, hein, parce qu'on voyait Thibaut Garnelec commencer à piocher. Finalement, il a réussi à maintenir son avance. Ouais, cette fois-ci, hein, c'est un coureur de Saint-Michel-Mavic-Aubert qui relance. Il restera 2 bosses. Avec une contre-attaque à 18 km de l'arrivée. Encore un virage avec une belle relance pour le peloton. Le peloton qui profite d'un vent dans le dos, du vent dans le dos pour la fin de cette course, puisqu'ils reviennent sur Tours depuis Villandry et les bords du Cher. Donc on a un axe ouest-est, bien sûr avec le vent dans le dos. Et ce coureur parvient à distancer quelque peu Théo Delacroix, le dossard 132 de la Saint-Michel-Mavic. Aubert 93. Fait partie de ces jeunes coureurs qui sont passés pro, qui s'acquérissent au fur et à mesure de la saison, qui découvrent aussi ces épreuves. Ces épreuves sont là pour ça aussi, pour que ces jeunes talents s'expriment, pour que le grand public les découvre. Oui, ça sert à ça aussi la route Tourangelle. On va voir comment le peloton va s'organiser. À nouveau, en bas de cette descente, relance de nouveau sur la droite. Et Thibaut Garnelec, toujours là, avec sa vingtaine de secondes d'avance. Ouais, Thibaut Garnelec qui maintient son avance. Gros numéro de sa part. 24 secondes d'avance. Alors que Théo Delacroix parvient à maintenir cet écart de quelques dizaines de mètres avec le peloton. Va-t-il revenir sur Thibaut Garnelec ? Eh bien, Théo Delacroix s'est confirmé. Intercalé. Il reste 15 km pour cette 5e manche de la Coupe de France de cyclisme. Qui succédera à Nasser Boigny? Vainqueur en 2022, on pense bien sûr à Arnaud Démare, vainqueur en 2021 devant à l'époque Nasser Boigny. Et puis d'autres grands noms, Marc Sarrault, le Vierzonais, vainqueur en 2018. Samuel Dumoulin, 2016. Lorenzo Manzin en 2015. Il est dans le peloton, Lorenzo Manzin. Il a fait 3e sur la Cholet-Loire, Pays de la Loire. Et puis... Angelo Tulik en 2014 avec Europcar. Ouais, c'est principalement des arrivées au sprint, hein, bien entendu. Mais il y a toujours cette possibilité, un petit groupe de sortir, de s'isoler. On l'a vu par le passé, hein, souvent un regroupement massif qui peut s'opérer dans le dernier tour, sur le circuit final. Elle était belle cette image. L'impression que les cyclistes étaient arrosés. Alors vous voyez, ouais, effectivement, Bram Welten,
protéger Paul Penouette pour l'équipe Groupama FDJ qui se sont replacés un peu plus devant. 48 km/h de moyenne. Allez, 19 secondes d'avance. Ouais, regardez cette image, c'est magnifique. Gerbe d'eau, ouais. Ouais. Évidemment, ils n'ont pas de garde-boue, hein, évidemment. Allez, Thibaut Garnalec qui est en vue là, par rapport au peloton, en point de mire. On va chercher la montée des Carnot. Alors, la montée des Carnot, c'est 700 mètres à 3,7% de moyenne. On passe de 49 mètres au-dessus du niveau de la mer à 84 mètres. La côte des Carnot. Ah, c'est un classique, la côte des Carnot, pour tous les amateurs de vélo du côté de Tours, les cyclotouristes. Le dimanche matin, il y a toujours du monde par là-bas, Jérémy. Ah ouais, c'est vrai que c'est une côte assez courante hein, pour les coureurs cyclistes et pour l'ancien Paris-Tours aussi. Ouais. Allez, ça attaque du côté de la Cofidis, la grosse attaque. Alors, Cofidis. On l'attendait justement, cette fameuse attaque. Et ça va contre-attaquer peut-être. Ça va être fini pour Thibaut Garnalec, mais il aura fait un gros numéro et puis il aura donc remporté ce Louis d'Or. Ah, ça a fait mal hein, cette attaque. Ah oui, elle va laisser des traces. Il y a un petit groupe de 4 hommes Allez, on est passé qui au s'est sommet. constitué à 13 km de l'arrivée. J'ai l'impression que c'est Eddy Finet pour Cofidis. Juste derrière, on voit un coureur d'Arkea aussi. Et le peloton. On va faire le point sur les équipes présentes aux avant-postes. Donc un coureur d'AG2R Citroën qui est devant. Un coureur de l'équipe Tudor. Donc l'équipe Tudor ne roulera plus et c'est pour ça qu'on voit l'équipe Intermarché rouler derrière. Allez, le coureur d'Arkea a réussi à revenir. Allez, 5 coureurs en tête de cette roue Tourangelle. Cette fois-ci, c'est Donovan Grondin. Ah. Je l'avais anticipé tout à l'heure. Vous êtes un visionnaire, Jérémy. Allez, Donovan Grondin de la team Arkea Samsic. Allez, Rory Tofsen pour l'équipe Bolton. Ouais. Et Michael Sigelard pour l'équipe Tudor. Et ça relance à nouveau du côté de l'équipe Cofidis. Et pour tout vous dire, on entend sur la radio parallèle de la course qu'on a demandé aux coureurs sportifs qu'ils préviennent leurs coureurs de relever leur imperméable pour qu'on puisse voir leur dossard, parce que même de la vue d'hélico, parfois c'est recouvert par l'imperméable. Alors on a vu le dossard 127. 127, donc Rory Townsend, l'Irlandais, le dossard 77, Michael Zilliard, le Néerlandais, numéro 3, confirmé, donc Donovan Grondin. Pour les autres, je n'ai pas pu voir, Jérémy. De toute façon, c'est regroupé maintenant. Il reste plus que Eddy Finet, je pense, devant. Quelques, allez, 5-6 mètres d'avance. Voilà, c'est fini, regroupement général. Alors attention maintenant sur cette dernière bosse, la côte de l'Opale qui devra se prendre en pleine descente, virage à l'équerre. Donc attention, ça va être chaud. Alors cette montée, elle est toute droite, avec un enrobé assez dégradé au pied. Alors regroupement général, il n'y a plus d'échappée, 11 km 3 avant l'arrivée. On va préciser les modalités de l'arrivée, Jérémy, avec le peloton qui arrivera par le sud de Tours, le pont Saint-Sauveur, la rue Auguste Chevalier et puis donc le boulevard Jean Royer. Et il y aura une boucle de 4000 mètres, 4 km. Ouais. Donc les coureurs passeront une fois la ligne d'arrivée. Il restera 4 km, voilà, après le passage sur la ligne. Exactement.
Donc dans 7 km, ils sont présents sur la ligne d'arrivée. Avant donc cette dernière boucle, il y aura une cloche même, comme de tradition dans le cyclisme évidemment. Ouais, et donc, qui annonce le dernier tour. Ouais. Qui annonce le dernier tour. Et donc la dernière ligne droite fera 600 mètres. Le boulevard Jean Royer, bien sûr, illustre maire de Tours entre 1959 et 1995, qui aimait le sport à un point. Tours a été une des plus grandes villes sportives. Allez, la dernière difficulté. Dans les années 80, au début des années 80. Le virage s'est bien passé. On voit hein, cette relance là qui va faire mal aussi. Allez, c'est la côte de l'Opale. Allez, ça attaque d'une équipe Arkea. Laurent Pichon. À défaut d'avoir pris la côte de l'Épan, la traditionnelle côte de l'Épan, eh bien tout pourrait se jouer ici et maintenant sur la côte de l'Opale. Avec un Arkea encore en tête. Très présent la team Arkea. Et c'est Laurent Pichon, dossard numéro 5, le français. On arrive sur la rue, Camille Tanguillaume pour voilà une chute d'ailleurs dans le virage. On va la revoir cette chute. Ouf. Ah il y a un coureur qui s'est déporté. Ouais. Ouais. Là. Allez, 10 km, les 10 km, les derniers de cette 21e édition de la Route Tourangelle. Allez, la descente. Ça va aller très vite, restez avec nous. Et bien sûr, on vous fait vivre la fin de cette épreuve avec au micro de Jérémy Roy, le vainqueur. Une petite cassure derrière, parce que le peloton va revenir tout de suite. On en a fini en tout cas avec les difficultés. Allez, descente très délicate. Et ça relance. Quasiment à l'arrêt là les coureurs sur cette épingle. On se dirige quand même vers un sprint. Hein. Les coureurs donc quittent jouer les tours et vont rentrer sur la commune de Tours pour les 8 derniers kilomètres. Donc encore 1 km 200 sur jouer les tours. Et Benjamin Thomas qui prend le relais. L'équipe Cofidis, ça a bien cassé à la relance derrière, mais pas suffisamment. Allez, 8 km 7. On va le rappeler aussi, l'équipe Tudor hein, qu'on a vu contrôler depuis le départ. C'est pour Arvid de Klein notamment, qui s'est imposé il y a quelques jours sur Milan-Turin et qui s'est imposé par le passé aussi sur la route à Delhi. Épreuve française. Ouais, la route à Delhi, ce sera dans quelques jours. Le vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise, c'était la première épreuve de la Coupe de France, c'était Nelson Poles, l'Américain. Le vainqueur du Grand Prix de Denain, Juan Sébastien Molano, le Colombien. Le vainqueur de la Classique Loire-Atlantique, Axel Zingel. Et le vainqueur de Cholet Pays de la Loire, eh bien c'était Laurens Pitty, le Néo-Zélandais, qui est le leader de cette Coupe de France et qui est absent. Il est tombé, et il s'est fait très mal au genou, il a été recousu. Image impressionnante sur les réseaux sociaux. Laurens Pitty n'est donc pas là. Anthony Perez est bien là. Anthony Perez qui est 5e au classement de cette Coupe de France 2023. Benjamin Thomas qui essaye de durcir un petit peu. Allez, on est sur le long du golfe de Tours, du golfe petite distance. Et on va arriver sur le quartier des Deux Lions.
Ça se regarde, ça va se relance, terminer au là, sprint. du côté de Laurent Sans Pichon. doute. Et encore un, semble-t-il, un team Arcadi, Arkia Samsic qui semble se détacher. Laurent Pichon pris en chasse par un coureur de l'équipe UnoX. Et Anthony Pérez, il me semble, qui relance aussi du côté de la Cofidis. Il reste 7 km. On a perdu du monde dans ce peloton. Qui pour succéder à Nasser Bouani et Arnaud Desmar, des grands noms du cyclisme français, à 2 anciens champions de France sur route. Ça se regarde. Ce serait dommage pour les sprinteurs de se faire piéger maintenant. Mais bon. Est-ce qu'il y a vraiment les équipes Ce serait dommage pour ceux qui ont contrôlé toute la journée. Ils ont passé le plus dur en franchissant toutes les difficultés, en maîtrisant le peloton. Allez, là ils vont tourner à gauche. Voir de l'équipe Euskaltel et Euskadi. Ils vont passer le Cher, le pont Saint-Sauveur. Alors, on aura eu du suspense dans cette épreuve 2021. 2023, 21e édition bien sûr. Allez, on passe le Cher, le pont Saint-Sauveur. Et il reste 6 km. Alors, on voit que la route est encore humide malgré tout, donc prudence dans les virages. Et ça relance. Ça relance dans cette petite bosse. On est rue Auguste Chevalier. Équipe Gosport, Roubaix, Lille Métropole. Allez, 5 km 500. Je vous rappelle les absences de Nasser Bouani, de Brian Cocard, de Marc Sarrault et de Laurens Pitti. Brian Cocard présent sur le Tour de Catalogne, 2e hier. Et on est sur le circuit final, les coureurs vont aller chercher la flamme rouge, où ils repasseront dans 4 km aussi. Je vous rappelle une boucle pour ce circuit dans les rues de Tours. Dans le quartier La Canale Strasbourg, au sud des Prébendes. Voici la fameuse flamme rouge. Donc 5 km. Dans 5 km, les coureurs passent une première fois sur la ligne d'arrivée. Là, ils vont tourner à gauche. 600 mètres avant un premier passage sur la ligne. Il restera un autre virage gauche là. Pour chercher la ligne droite d'arrivée. Pour l'instant, les équipes de sprinteurs arrivent à contrôler. L'équipe Bolton, maillot violet, équipe Intermarché, qui maîtrise depuis le début. Qui sera le plus rapide? On peut penser aussi à Jason Tesson de Total Energy, l'Angevin. Vandenberg pour Groupama FDJ, Perez pour Cofidis aussi, plein écran. Il y a 30 coureurs. Un peu plus quand même. L'équipe Intermarché est bien représentée. Elle est bien placée, bien positionnée aux avant-postes. Allez, 4 km. On n'a pas pu trop voir quel sprinter était distancé.
c'est pas vraiment des attaques. C'est plat. Allez, 3 km 600, cette fois c'est la bonne. Et ça relance encore, on essaye du côté d'Arkea. On n'a pas de sprinter vraiment. On est content. Ça se finira au sprint là, Jérémy. Il y a de fortes chances là maintenant. Plus trop l'occasion de s'échapper, même si la course a été usante avec la météo. Là ça roule à 60, 62 km/h. Soit pour l'arrivée, oui, ça va rouler à 60 ouais, pour la ligne droite d'arrivée. Ouais. Allez. Sprint. Mais là dans la ville, c'est pas évident sur ce circuit là. Ouais. Avec la route encore humide. 3 km. Équipe Tudor qui prend le relais, qui essaye de s'organiser. L'équipe Tudor. On se replace aussi côté Groupama FDJ avec Bram Welten qui emmène Paul Penwet. Il ne faut pas se laisser distancer là, être à l'arrière. Ça va être difficile de remonter les places. Ça va s'accélérer progressivement maintenant. Pour lancer au mieux les sprinters. Je vois la team Arkea encore. Et où est la Cofidis? Après maintenant Pérez va essayer de faire le sprint pour marquer des points. Ouais, pour le classement général bien sûr de la Coupe de France. C'est compliqué d'attaquer. Et Paul Penwet de la Groupama FDJ, dossard 42. Le long de la ligne de chemin de fer. Allez, 2 km. Il reste 2 km. Ça commence à, le duel depuis le départ. Avec les deux équipes qui ont principalement œuvré pour contrôler. Avec Tudor et Intermarché. Alors Tudor, on pense bien sûr à Nicolo Bonifacio ou Garben Tietjen. Ouais, Garben Tietjen surtout. Déjà 2 victoires cette saison. Le Belge. Et pour la Tudor, c'est Arvid de Klein, vainqueur de Milan-Turin cette saison. Romain Cardis vient se placer aux avant-postes. Dossard 46 et 73 dont il faut s'intéresser particulièrement. Garben Tietjen et Arvid de Klein, le néerlandais. 1 km 3 avant la fin de cette épreuve de la 21e route Tourangelle. Allez, 1 km. La flamme rouge dans quelques mètres. Allez, équipe Tudor. Ça y est, la flamme rouge. Équipe Cofidis aussi qui vient replacer Pérez aux avant-postes. Oh, attention là. Oh là 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 là, ça a serré à l'intérieur. Ça a tassé beaucoup de monde là. Le passage en force à l'intérieur là quand même, c'était plus que mieux limite. Est-ce que ça peut être revu par les commissaires, Jérémy, ça? Ça peut, il n'y a pas l'air d'avoir trop de conséquences, mais bon, c'était un geste un peu chaud. Équipe Groupama FDJ bien placée aussi. C'est le dernier virage, 600 mètres avant l'arrivée. 600 mètres, c'est parti. Ils ont perdu leur sprinter, on a l'impression, l'équipe Tudor. Alors, il est dans la roue là. Ils en ont un. Ah, il y a de la Groupama, il y a de la Cofidis. Anthony Pérez à gauche. Dernier mètre. Victoire de l'équipe Tudor. Victoire de l'équipe Tudor. Sans doute peut-être à Arvid de Klein. Le dossard 73, on n'est pas certain à 100%.
Et c'est sûr que c'est une victoire de Ah non, c'est l'équipe Rory Tudor. Thompson de l'équipe Bolton. Il nous a surpris celui-là aussi. Ah, c'est l'équipe Bolton qui s'impose. Le SAR 127. Rory Ah, Thompson, l'Irlandais. Bien surpris. Oh là là, c'était difficile de voir Thank you so much, boys. le champion d'Irlande, vainqueur de la roue Tourangelle 2023. Rory Thompson. Eh ben dis donc. Avant un certain Irlande-France dans 2 jours pour les qualifications à l'Euro 2024. C'était un sprint à l'arrache quand même. Parce qu'on a longtemps vu le cours de Tudor emmener, c'est pour ça. Bah bien sûr, à gauche, on était focalisé un peu dessus. Son équipier dans la roue, qui est vainqueur, qui est champion d'Irlande tout simplement. Paul Penwet, là on le voit sur un tout petit développement. Et Tijden remonte, mais trop tard. Il était lancé, mais trop tard. Peut-être même arrêter de pédaler un tout petit peu trop tôt. Un peu trop tôt, ouais. C'est peut-être possible d'aller le chercher. Rory Thompson, il a 27 ans. D'aller chercher la victoire dans l'épreuve du jour. On attend le classement officiel qui devrait nous apparaître dans 5 instants. Ouais. Peut-être le temps de remercier. Il a remporté le Grand Prix Lucien Van Impe l'an passé. Très belle victoire, tout en puissance de l'Irlandais. Toute la hargne est là. Alors, son équipe a travaillé en début de course pour contrôler. C'est une juste récompense, même si on les a un peu moins vus sur la deuxième partie de course. Et puis on l'a vu remercier ses équipiers à la ligne. La fierté de Rory Thompson, et on voit la belle ville de Tours avec la basilique Saint-Martin, la tour de l'horloge, la tour Charlemagne au premier plan, et puis plus loin bien sûr la cathédrale Saint-Gatien et la bibliothèque de Tours avec le toit vert, bien sûr préfecture d'Indre-et-Loire. La victoire, la très belle victoire donc de Rory Thompson, le dossard 127 de la Bolton Equities Black Spoke. C'est une équipe née irlandaise. Très très belle victoire. On va revoir. Voilà donc le podium, victoire de Rory Thompson, le corps de l'équipe Bolton, deuxième le corps belge. Alors que Jérémy Roy, qui était à mes côtés, vient de me quitter pour tenter d'aller interviewer le vainqueur Rory Thompson. Il nous reste un peu plus de 5 minutes ensemble. On espère l'avoir avec cette très belle victoire donc de Rory Thompson. Anthony Pérez derrière de la Cofidis. On va avoir le classement dans quelques instants. Et la cathédrale Saint-Gatien qui fait face à vous. Un livre ouvert de l'art gothique bâti entre le XIIIe et le XVIe siècle sur des vestiges de la cité gallo-romaine. Elle renferme le tombeau des enfants d'Anne de Bretagne et de Charles VIII. Magnifique édifice. Et le château de Tours en arrière-plan. Pas le plus connu du Val-de-Loire, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'expositions très régulièrement au château de Tours. De très belles expositions de photos et autres. Et donc la victoire de Rory Thompson de la Bolton Equities Black Spoke, l'équipe de la Nouvelle-Zélande, dossard 127. On va regarder ensemble donc le classement de cette 21e
Roux Tourangelle avec Gerben Titsen, le Belge, on l'avait annoncé. Pierre Barbier, 3e. Arvid de Kleins, le Néerlandais, 4e. Et Anthony Perez qui marque de nouveaux points avec la Cofidis, 5e Anthony Perez. Suivi de donc Timothy Dupont, Paul Penouet, qui était un des favoris aussi. Et oui, c'était une épreuve de la Coupe de France, la 5e épreuve de Coupe de France. Et on voyait ce léger faux plat montant. Eh bien, c'est un Irlandais qui s'est imposé en puissance. Rory Townsend. Manifestement la plus belle victoire de sa carrière. Le château de Tours à l'image. Plus belle victoire de sa carrière, bien sûr, après le championnat d'Irlande l'an dernier. Anthony Perez donc termine 5e de cette épreuve. Il avait terminé 2e de la Cholet Pays de la Loire. Il va remonter au classement. Anthony Perez, sans nul doute, 41 points. Il va peut-être passer devant Axel Zingel. Pierre, de la 3e aujourd'hui sur cette Coupe de France. Un beau résultat pour Roux Tourangelle. Peux-tu nous décrire ta journée dans des conditions difficiles? Ouais, journée difficile. On avait à cœur de briller aujourd'hui. Voilà, c'est une belle Coupe de France. Je suis content de finaliser une journée difficile par un podium. J'aurais préféré la gagne, mais voilà, on va déjà se contenter de ça. C'est super pour l'équipe et pour moi à titre individuel. Merci. Voilà donc le classement de la Roux Tourangelle. Donc ça c'est le classement général de la Coupe de France avec Laurens Pitty. Nouvelle-Zélande, 85 points. Alexis Zingel, Anthony Perez, voilà, 3e provisoire. Il reste bon nombre d'épreuves de cette Coupe de France. Nous étions ravis de vous proposer cette épreuve sur France 3 Centre Val de Loire. Et la victoire donc à l'arrivée au bout des 202 km d'un Irlandais, Rory Townsend. A très vite, à très bientôt pour toujours plus de sport sur France Télévisions et France 3 Régions. Rory, first year with Bolton and first year for you, first win this year for you. Can you describe your day, because it was crazy? Yeah, I was really happy. I almost couldn't believe it when I came across the line because I went early in the sprint and I was suffering to the line, really like dying. I had to sit down and. So yeah, I was surprised. I couldn't believe. I was waiting for someone just to come flying past, and but no, like kept going to the line, and yeah, really happy to take the win. Good, and we saw your team work early in the day, and you say thank you to them. So, what you're feeling with your team behavior? Yeah. We've had a tough start to the year. We have a lot of injuries and a very stretched program. So. I'm just so happy for the guys. Like
was so grateful to them for their help today. You know, Ryan Christensen is my teammate. He's been my teammate before in my previous team, and he was so important today for that victory, and I'm so grateful to him. And also our director Frankie as well. He's got so much experience. So the whole team, it's been a big team effort. Good. And what your next goals now? Just stay fit, stay well. We have Scheldeprijs next, which is obviously a big race. And then we'll come back to France soon. And yeah, any race in France, I always seem to go quite well. So I look forward to them. Thank you and congrats again. On va voir le protocole qui va commencer. C'est bien cette retour au gel. Bernard Machler, Stéphane Willy, on aimerait bien qu'il nous rejoigne, le président du comité d'organisation, ainsi que tous les bénévoles. Demain, souvent le 10, il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus de sport en France. Ils vous entendent les bénévoles. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. C'était 600 bénévoles que nous avons aujourd'hui dans l'organisation de l'épreuve. Un grand bravo et un grand merci à eux, d'autant plus que les conditions météo n'étaient pas celles du printemps. Il arrive à un champ là. Il arrive encore à un champ. De toute façon, il faut que en principe, la double perte. Je pense qu'il faut faire mal.